devant nous s'ouvre le paysage d'une ville très développée, où l'un des éléments architecturaux dominants est un gratte-ciel au toit moderne et extravagant, un bâtiment qui sert de bureau à la Dingdian Corporation. Au sommet de ce bureau, dans le bureau présidentiel, un entretien a lieu avec Monsieur Liu, l'homme qui a rendu possible l'existence même de cette société, et l'intervieweur note qu'il est l'homme d'affaires le plus riche de la jeune élite financière chinoise. Considérant que Monsieur Liu a construit son entreprise, une société géante, de toutes pièces, sans beaucoup de capital, le journaliste pose une question assez courante dans de tels cas, se demandant comment exactement l'homme d'affaires a pu atteindre de tels sommets. Monsieur Liu, un gars d'environ 25 à 30 ans, s'attendait très probablement à une telle question, alors sans perdre trop de temps à réfléchir, il répond de sa manière habituelle. Le jeune homme d'affaires, d'un ton sérieux, quoique quelque peu simple, affirme qu'il a réussi à trouver la clé secrète d'une grande richesse, un secret qui simplifie le processus pour devenir riche, en minimisant les gros risques. Avec beaucoup d'enthousiasme dans ses yeux et dans ses mouvements, l'intervieweuse, réalisant qu'elle pouvait recevoir du matériel exclusif d'une personne aussi intéressante, a immédiatement demandé plus d'informations sur ce secret, peut-être des conseils pour d'autres jeunes entrepreneurs. Cependant, bien sûr, tout ne pouvait pas être exprimé aussi simplement. Le chef de la société Dingdian répond que le secret de son succès est appelé secret précisément parce qu'il ne doit pas être révélé aux autres s'il ne veut pas se faire du mal ni nuire aux siens, entreprise. Conscient de cela et acceptant facilement son échec, l'intervieweur a décidé de changer de sujet en lui posant des questions sur les projets d'avenir du jeune homme d'affaires, compte tenu de ses brillantes réalisations dès son plus jeune âge. Monsieur Liu, le chef de la Dingdian Corporation, rejette les éloges du journaliste et affirme que ce qu'il a ne lui suffit pas et que ses réalisations sont à peine perceptibles par rapport à son objectif plus large pour sa carrière. L'intervieweuse a été quelque peu surprise par un tel discours, trop modeste pour des gens comme ce jeune homme d'affaires, alors elle décide de demander directement quel genre d'objectif global est à la base de toutes ses décisions, et ce qu'il veut atteindre. Sur le même ton simple et sérieux tout au long de la conversation, le jeune homme d'affaires affirme que dès le début de sa carrière, il n'avait qu'un seul objectif, l'index levé. Comme pour tenter maladroitement d'attirer l'attention sur ses paroles, le chef de l'entreprise affirme que le désir et le but de sa vie est d'atteindre le sommet de sa carrière commerciale. L'intervieweur a été sous le choc pendant plusieurs secondes, comme s'il essayait de comprendre ce que cet homme d'affaires influe entend exactement par le sommet de sa carrière d'homme d'affaires, étant donné qu'il est déjà à la tête d'une entreprise, mais tout à coup le journaliste comprend et demande à nouveau avec une grande surprise. Le jeune chef d'entreprise, sur un ton quelque peu frivole pour lui, avec un sourire à peine perceptible, confirme les suppositions du journaliste, affirmant que le summum d'une carrière pour tout entrepreneur est d'être la personne la plus riche du monde. Soudain, le silence court et quelque peu tendu entre l'homme d'affaires et l'intervieweur est interrompu par un léger coup à la porte du bureau, probablement l'un des subordonnés de Monsieur Liu a quelque chose à dire. Une jeune fille portant un uniforme de bureau typique et avec ses longs cheveux bruns flottants s'est excusée d'avoir dérangé son patron et est entrée rapidement dans le bureau. Le subordonné de l'homme d'affaires influe a informé toutes les personnes présentes que selon le calendrier prévu, le temps imparti pour l'entretien de Monsieur Liu était déjà écoulé et qu'elle devait commencer ses autres tâches. En entendant cela, le jeune chef d'entreprise a répondu avec approbation à ce message et s'est levé, signalant ainsi la fin de cette séance d'entretien et ordonnant au journaliste de quitter son bureau de manière polie. Cependant, soudain, une douleur vive et puissante a traversé le corps de l'entrepreneur extravagant, l'obligeant à peine à se tenir debout, tenant sa poitrine avec sa main et exprimant sa douleur à travers une grimace mal cachée sur son visage. Pendant quelques secondes, le jeune homme d'affaires a commencé à perdre connaissance, tout autour de lui n'était plus que des contours flous d'objets et de personnes. La journaliste a remarqué que l'homme ne se sentait pas bien, alors elle a essayé de l'appeler, mais quand elle a vu qu'il tombait, elle commença à paniquer. Soudain, le chef de l'entreprise s'est retrouvé dans un état fantôme, brillant d'une lumière bleue, il a regardé silencieusement et quelque peu choqué ses employés s'affairer autour de son corps, appelant la sécurité, une ambulance et essayant de lui prodiguer les premiers soins. Un jeune homme d'affaires voit son cadavre déjà mort être soulevé par ses subordonnés, qui envisagent apparemment de l'emmener aux étages inférieurs afin que l'ambulance ne perde pas de temps inutilement important pour se rendre chez un patient dans un état critique. Avec un malentendu, l'homme, ou plutôt l'esprit, l'âme immortelle qui veille sur son propre cadavre, est arrivé à la conclusion que c'était la fin de la vie de cet entrepreneur super influ qui avait des objectifs audacieux, mais ne pouvait pas les atteindre. Derrière ce nouvel esprit, inaperçu de toute personne vivante dans cette pièce, une soudaine réponse d'approbation retentit, confirmant ses suppositions sur son état actuel, sur sa mort subite et sa réincarnation ultérieure. En se retournant, le jeune entrepreneur remarqua derrière lui une fille en tenue ancienne, non loin de haillons dans son état, avec une corde à la main. Elle affirma qu'habituellement les mortels, en mourant, ont trop peur pour comprendre leur propre situation. Cette fille était très probablement l'un des nombreux guides des mortels. Elle a étrangement pris la corde dans ses mains de manière à attirer l'attention sur elle et à demander de manière semi-enjouée que puisque le gars comprenait tout, elle n'en aurait pas besoin, auquel il a immédiatement changé de sujet,
s'interrogeant sur les causes du décès. Elle répond facilement que la raison est assez simple et banale, il est mort à cause d'une sursaturation de son corps tout au long de sa vie et au cours des 5 derniers jours, l'homme d'affaires est resté constamment éveillé jusqu'au cœur de la nuit, ce qui a augmenté les risques, ce à quoi le gars répond qu'il pensait que son corps pouvait supporter quelque chose comme ça. L'homme d'affaires a de nouveau regardé son corps et, comme à son habitude, s'est tourné vers le conducteur, lui demandant un accord d'un certain type, dans lequel il le ramènerait à la vie, au moins pour une courte période, à tout prix acceptable pour lui. Le chef d'orchestre, d'un ton quelque peu solennel, répond qu'elle ne pouvait pas le laisser dans cet état, puisque le propriétaire de l'enfer a déjà besoin de l'âme d'un homme d'affaires à 5 heures, et ce n'est pas dans ses habitudes professionnelles de violer ce sacré horaire, malgré sa nature changeante. Après avoir terminé son court discours, la chef d'orchestre ouvre un grand portail dans les tons bleus et violets menant à l'au-delà, en même temps elle dit que si le gars a des questions, il peut les poser sur le chemin du souverain de l'enfer. La jeune fille, sur un ton simple et familier, ordonne à l'âme du jeune homme, libéré du corps, de la suivre à travers un portail grandiose jusqu'au but de leur voyage, la cour du souverain infernal. Cependant, l'esprit du jeune homme d'affaires demeure encore un moment dans son bureau, examinant les choses qui lui sont chères et précieuses, la table où se sont tenues tant de négociations folles et où tant d'idées brillantes ont été exprimées, les portes par lesquelles les personnes les plus célèbres et les plus proches sont venues à son bureau. Malheureusement, personne ne peut résister longtemps à la mort, conscient de cela, l'esprit d'un jeune homme d'affaires influe fait ses adieux à son bureau avec cette brève contemplation et plusieurs réminiscences de différentes époques et décide finalement d'entrer en enfer par un étrange portail. Avec le guide, l'esprit de Monsieur Liu traverse de magnifiques champs rouges couverts de licorice rayonnant, un ancien symbole du royaume de la mort. Il semble que seules ces fleurs soient la seule source de lumière ici au milieu du froid éternel, l'obscurité de la dimension infernale. Le jeune entrepreneur regarde autour de lui avec un certain intérêt et demande au conducteur si la route vers l'autre monde est vraiment là, ce à quoi il reçoit une réponse courte, quoique quelque peu condescendante et approbatrice. La jeune fille, d'un ton quelque peu enjoué, conseille à l'esprit de profiter de ce magnifique paysage de licorice radieux pourpre brillant, car lorsque l'épreuve infernale sur lui sera terminée, il recommencera sa vie sans souvenir de la beauté de cet endroit. Cependant, l'esprit du jeune homme d'affaires ne pleure que sur un ton simple et triste qu'il n'a pas eu le temps d'atteindre l'objectif de sa vie tout juste perdue, se promettant que si un souvenir lui reste encore dans la prochaine vie, alors il doit faire plus d'efforts pour atteindre l'objectif, dans la réalité. Cependant, tout à coup, un voyage calme et tranquille à travers les champs infernaux est interrompu par un cri derrière le guide et l'esprit, le cri d'une fille qui appelle anxieusement quelqu'un nommé Xiaobei et s'approche en toute hâte du guide et de l'esprit. Par la suite, l'esprit est capable de remarquer que cette fille est le même guide à travers l'autre monde, portant le même uniforme que son propre guide, seulement dans des couleurs légèrement différentes, et il arrive également à la conclusion que Xiaobei est le nom de son propre guide. Lorsque cette fille les a finalement rejoints, reprenant son souffle à cause d'un effort physique probablement trop soudain, Xiaobei, le chef d'orchestre en tenue blanche, demande exactement ce qui l'a poussé à courir autant, alors que l'esprit de l'entrepreneur ne faisait qu'observer l'étranger. La jeune fille en robe noire, qui a encore du mal à respirer après sa course, déclare d'un ton vague que le conducteur s'est trompé d'âme, ce qui implique apparemment que l'esprit de l'homme d'affaires n'a pas encore survécu. Cette information provoque un certain choc et le temps nécessaire pour repenser l'information à la fois pour Xiaobei, le guide en blanc, et pour le gars dont l'âme a été envoyée par erreur dans ces champs cramoisis, mais bien sûr, l'atmosphère générale était assez gênante. L'esprit du jeune homme d'affaires comprend que la situation qui se trouve devant lui est tout à fait extraordinaire et décide donc de demander à nouveau à son guide ce qui a été dit exactement et ce que cela voulait dire, afin de rayer pour lui-même toute action risquée en coopération avec le guide, auquel il répond assez tendu. À son tour, après quelques secondes, Xiaobei elle-même, de manière assez inquiétante et effrayante, décide d'interroger sa collègue sur ce qu'elle entend exactement par le mauvais esprit, en la saisissant par les épaules. Mais modestement et quelque peu effrayée, se cachant derrière un certain document infernal, elle répond que Xiaobei a confondu cet homme d'affaires avec un autre homme du même nom de famille, qui était censé être sélectionné aujourd'hui, et que le chef de l'entreprise était censé mourir demain. Xiaobei panique ouvertement, réalisant qu'elle n'a pas commis une telle erreur depuis des siècles et que les conséquences de telles erreurs peuvent être très terribles pour elle. De plus, le chef d'orchestre attaque d'une certaine manière son collègue, essayant d'une certaine manière étrange de lui rejeter la responsabilité. Le chef d'orchestre en tenue blanche entend soudain la voix de l'âme de Monsieur Liu, qui, d'un ton calme et retenu, déclare qu'elle ne devrait pas être si dure avec elle-même, car tout être est capable de se tromper, quel que soit son rang ou ses capacités. L'ancien chef de l'entreprise a poursuivi son opinion selon laquelle toutes les erreurs peuvent être pardonnées si elles sont finalement corrigées, conduisant la conversation à gagner certaines préférences de la part de la bureaucratie infernale, ce à quoi Xiaobei est d'accord, mais ne réalise que plus tard, sous le choc, le chef d'orchestre en blanc hurle soudain de peur ou de colère et saute plus près de son collègue et plus loin de l'esprit du jeune homme d'affaires,
probablement choquée par le fait même qu'un mortel interfère dans de telles conversations. Un peu cachée derrière l'épaule du chef d'orchestre en tenue noire, la jeune fille avec une expression quelque peu colérique et irritée sur le visage demanda comment cet esprit ose écouter des conversations qui ne sont ni son problème ni son affaire. À cela, l'esprit du jeune entrepreneur, d'un ton retenu, affirme que ce n'est pas vrai, puisque la situation concerne spécifiquement sa mort et qu'il ne pouvait s'empêcher d'écouter cette conversation, puisque le problème concerne évidemment le niveau de des questions de vie et de mort. Il continue son discours, sur le même ton retenu, interrogeant deux responsables infernaux sur les conséquences possibles pour eux d'une telle erreur de la part de leurs dirigeants, à laquelle ils n'ont détourné leur visage que pour une certaine raison. Xiaobei, la chef d'orchestre en robe blanche, comme pour essayer de se calmer, affirme que cela ne peut pas être quelque chose de très effrayant pour elle, puisque l'erreur qui a été commise était minime, seulement un jour de différence pour un mortel, mais son expression montrait qu'elle n'était pas si précis. À cette occasion, l'esprit du jeune homme d'affaires affirme qu'il n'est toujours pas dans les habitudes professionnelles de Xiaobei de commettre de telles erreurs, soulignant ses paroles du passé lorsqu'elle n'était pas disposée à coopérer avec lui pendant un peu plus de vie, ce qui bien sûr nuit à l'esprit du jeune homme d'affaires, fit un peu. Il poursuit en disant que malgré tout le chaos, si, en fin de compte, la vie et la mort sont vraiment prédéterminées, alors son esprit pourra affronter son destin sans trop de bruit, même s'il est certainement dommage qu'il meure avant, il pourrait atteindre ses objectifs. Cependant, l'esprit de l'ancien chef de la société, sur le même ton retenu, qui effraie quelque peu les fonctionnaires infernaux, affirme que si tout cela était une erreur qui ne peut pas être corrigée de la manière normale, alors il a besoin d'une compensation pour cela. Xiaobei, se rendant compte que l'esprit du jeune homme d'affaires s'est négocié des préférences très favorables pour lui-même, essaie de lui refuser l'idée de compensation, arguant simplement que l'erreur peut être corrigée et qu'elle peut lui donner un autre jour à vivre. L'esprit du jeune homme d'affaires répond à cela par un exemple concret selon lequel si un consommateur souffre de graves problèmes de santé à cause d'un certain produit avarié, le remplacement de ce produit par une petite compensation monétaire ne peut être comparé au préjudice causé. Ensuite, il pose deux questions importantes et terribles aux fonctionnaires infernaux. Si la question de l'indemnisation est si simple, alors pourquoi toute cette bureaucratie infernale existe-t-elle et aussi ce qui leur arrivera exactement si l'esprit raconte leurs erreurs? Les deux chefs d'orchestre sont assez effrayés par un tel discours, mais Xiaobei affirme que rien de trop terrible ne peut leur arriver, mais sa voix semble néanmoins quelque peu hésitante. Le jeune homme d'affaires comprend qu'il s'agit très probablement d'un bluff de la part des fonctionnaires infernaux et réagit donc avec retenue à ses propos, affirmant que si tel est le cas, ils devraient alors continuer leur chemin vers le propriétaire infernal, à qui il peut parler tout ce qui s'est passé. Et c'était plus que suffisant pour faire changer d'avis les deux conducteurs et les forcer à s'accrocher à leurs jambes, en demandant la possibilité de négociation, mais l'esprit d'entrepreneur continue son chemin, disant qu'il est trop occupé pour de telles négociations, il doit agir, avec une expression pitoyable et effrayante sur son visage. Xiaobei lui demande de s'arrêter et d'attendre, se demandant apparemment ce qu'ils, en tant que fonctionnaires de l'enfer, pourront exactement offrir cet esprit en échange de la dissimulation de ses erreurs. Le chef d'orchestre en blanc et le chef d'orchestre en noir s'éloignent de l'esprit à une distance assez grande pour qu'ils ne puissent pas les entendre et se concertent pour savoir comment ils peuvent acheter le silence de cet homme d'affaires et s'ils peuvent sortir dignement de cette situation. En raison d'un temps indéfini de sentiments contraires au milieu de ces champs cramoisis, les responsables infernaux ont finalement annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord entre eux sur une éventuelle compensation et qu'ils étaient prêts à offrir à l'esprit du jeune homme d'affaires une solution adéquate à sa situation. Il ordonne au manager de parler, conservant toujours sa manière de manager de sa vie passée, auquel il l'informe d'une des décisions de sa vie, un contrat en vertu duquel, après le décès de Monsieur Liu, ses organes internes seront transférés à l'hôpital en tant que donneur. Compte tenu de cela, les responsables infernaux rapportent que dès que les médecins ont confirmé le décès du jeune homme d'affaires, la plupart des organes de son corps ont été immédiatement remis à ceux qui en avaient le plus besoin, selon les termes du contrat susmentionné. Conscient qu'un corps sans organes n'est pas un bon contenant pour son âme réincarnée, l'ancien chef de la société confirme tout cela et demande des idées, auxquelles les guides sont finalement parvenus, s'attendant à une autre solution que le retour à la vie antérieure. Le guide en robe noire affirme qu'après de longues recherches, ils ont pu retrouver le corps d'un homme d'un autre monde qui s'est suicidé après que sa famille ait fait faillite à cause de sa dépendance au jeu, affirmant que dans ce corps, l'esprit pourra pour commencer une nouvelle vie. L'esprit du jeune entrepreneur réfléchit brièvement à cette proposition et se rend finalement compte que c'est peut-être le moyen le plus rentable de sortir de toute la situation de sa mort prématurée, alors il accepte à contreséure un tel accord. Pour une raison quelconque, cette réaction surprend Xiaobei, la fille en tenue blanche, alors elle lui demande s'il aimerait vraiment conclure une sorte d'accord plus rentable pour lui, faisant référence à son désir de devenir l'entrepreneur le plus riche du monde entier. Le chef d'orchestre en tenue noire ferme instantanément la bouche, car de tels rappels et commentaires peuvent rendre toute la situation non rentable pour lui-même. L'esprit de l'homme d'affaires lui-même dit que pour lui la jeunesse est une richesse suffisante,
puisque les secrets pour devenir plus riche sont déjà connus de lui. À ce stade, les responsables de l'au-delà acceptent de respecter cet accord et commencent à rassembler leurs forces pour ouvrir un portail vers une nouvelle vie pour cet esprit. Des caillots d'énergie mystique, brillants de lumière bleue, se rassemblent autour d'eux, et il est évident que cela les aidera à ouvrir le portail. Les guides se prennent par la main pour concentrer cette énergie et la diriger dans la direction nécessaire, c'est-à-dire ouvrir la voie à l'esprit d'un jeune homme d'affaires vers sa nouvelle vie, après quoi à l'unisson ils prononcent l'ordre pour que l'esprit soit renaître sous une nouvelle forme. Et maintenant, parmi les champs cramoisis pleins de licorice rayonnant, les fleurs de la mort, un portail grandiose, entièrement tissé d'énergie bleue lumineuse, s'ouvre enfin, d'une image si extravagante que l'esprit perd presque son équilibre. Une fois la formation de ce portail terminée, les guides lui disent de se dépêcher vers sa nouvelle vie et la réalisation de son ancien rêve, exprimant à l'esprit certains espoirs qu'il pourra vivre jusqu'à un âge avancé au moins dans cette vie. Et juste comme ça, l'esprit qui appartenait au incroyablement jeune chef d'une puissante entreprise chinoise entra timidement par un étrange portail, ne croyant presque pas que quelque chose de nouveau l'Y attendait, une vie qui lui permettrait de réaliser son vieux rêve, et le but. Pendant une courte période, les responsables infernaux se sont retrouvés seuls parmi les champs cramoisis, se réjouissant d'avoir réussi à éviter une situation catastrophique grâce à cet accord, mais on ne sait même pas si cette catastrophe était réelle. Xiao Bei, sur un ton quelque peu sombre et dédaigneux, dit que la nature des simples mortels est inchangée dans la manière dont ils envisagent la possibilité d'une égalité avec les êtres d'un autre monde face à toute menace. Sur le même ton, le chef d'orchestre en tenue noire promet que très bientôt ils pourront retrouver cet esprit intéressant de jeune homme d'affaires, et maintenant un terrible joueur, qui a miraculeusement échappé à son propre nœud coulant. Avec des sourires sinistres, les fonctionnaires de la pègre croisent les mains de la même manière que lors de la création d'un portail, concluant probablement leur réunion et se préparant à former un nouveau portail. Pendant ce temps, dans un autre monde dans lequel notre personnage principal doit renaître, en pleine nuit, des bruits forts se font entendre sur les toits orientaux traditionnels, comme si quelqu'un se déplaçait rapidement le long des toits de simples maisons vers un certain but lointain. Peu de gens remarqueront peut-être que cette fille aux cheveux flottants roux brun et vêtue d'un costume noir pratique se déplace avec une vitesse extraordinaire, qui pour certains peut ressembler à rien de plus qu'un fort souffle de vent. Finalement, elle s'arrête sur l'un des toits près d'une assez grande cour pour reconnaître sa cible, peut-être prendre un peu de temps pour récupérer ses forces et sa respiration, et enfin continuer son chemin vers l'endroit où elle devrait arriver. Avec une vitesse surpuissante, seulement 2 sauts élégants et larges, la jeune fille aux capacités physiques exceptionnelles a traversé toute la cour, courant rapidement jusqu'à l'entrée principale de la partie résidentielle de cette cour. Finalement, cette fille s'est facilement dirigée vers le portail en métal rouge et s'est retrouvée tranquillement dans la maison principale de la cour, se préparant à récupérer les choses qu'elle était venue chercher. Cependant, soudain, elle pousse des cris d'alarme dans toute la cour, comprenant apparemment à peine les circonstances dans lesquelles elle devait se trouver, circonstances auxquelles elle ne s'attendait pas. La jeune fille s'est retrouvée dans une pièce avec un corps d'homme pendu, apparemment promis à Monsieur Liu. Elle s'est demandé où étaient tous les gens et où était l'argent, ce qui était le but de sa visite. Le voleur lui a attrapé la tête, essayant de comprendre à quel point tant de choses avaient changé en seulement une demi-journée dans cette cour récemment bondée et riche. Elle a regardé le corps de l'homme dans la corde et a déclaré qu'il avait vraiment ruiné toute sa famille, notant également que le corps avait l'air à peine froid. Soudain, elle remarque un mouvement étrange de la jambe du cadavre, l'observant avec un peu de méfiance, et pensant probablement qu'elle ne faisait qu'imaginer. Cependant, l'instant suivant, l'homme apparemment mort a commencé à faire des bruits forts et à agiter vigoureusement ses bras et ses jambes, essayant de se libérer du nœud coulant, ce qui, bien sûr, a effrayé la jeune fille. À partir de ces mouvements, la corde du nœud coulant se brise et le cadavre tombe rapidement sur le terrible voleur, accompagné de son propre cri. La jeune fille commence à paniquer face à cette situation, pensant que malgré ses années de long voyage et ses nombreuses rumeurs, elle n'a jamais rencontré de zombie, faisant référence au corps qui lui est tombé dessus. À la recherche d'une sorte de protection, elle décide de faire semblant d'être morte, en essayant de ne pas bouger, de ne pas émettre de bruit et de retenir sa respiration. Le cadavre, qui était maintenant le contenant du corps de Monsieur Liu, se lève entre-temps, également quelque peu choqué par les circonstances dans lesquelles il se trouve, mais reprend rapidement ses esprits. Les mêmes guides qui lui ont promis une nouvelle vie dans le corps de cet homme sont mentionnés dans sa tête, et il commence à se souvenir des événements de sa vie qui ont conduit ce corps au suicide. Cet homme était né dans une famille de marchands qui comptait déjà 3 générations, il était donc assez riche depuis son enfance. Adolescent, il s'est lié avec le jeune maître d'une autre famille de marchands perdant son temps en vin, en divertissement et en filles, sans que la famille en profite d'aucune façon. Un jour, ce jeune monsieur a emmené le gars dans un club de jeu, où il a immédiatement gagné une grosse somme d'argent, et après avoir gagné plusieurs fois, il n'a pas pu s'arrêter. En fin de compte, sa passion pour le jeu a conduit sa famille à un effondrement monumental, après quoi tous ses biens ont dû être confisqués et la famille dispersée dans le monde entier. Le jeune maître Liu s'est rendu compte qu'il n'avait rien à perdre dans cette vie, alors il a décidé de se suicider, incapable de faire face à ses propres problèmes. Maintenant,
La nouvelle âme de Monsieur Liu réfléchissait à la manière de gérer les problèmes que son prédécesseur lui avait laissés, notamment les dettes et les ennemis. En fin de compte, il arrive à la conclusion que la seule solution correcte est de trouver des investisseurs capables de financer la solution à ses problèmes moyennant une petite compensation. Seule la question se posait de savoir où il pourrait chercher des investisseurs si personne ne faisait suffisamment confiance à son prédécesseur pour emprunter de l'argent. Dans ses pensées, il tourna son attention vers la jeune fille allongée devant lui, essayant de ne pas bouger ni émettre un seul bruit suspect. Le gars réincarné a touché le nez du voleur, voulant vérifier ce qui n'allait pas chez elle, et lui a demandé pourquoi elle faisait toujours semblant d'être morte devant lui. La jeune fille, réalisant qu'elle avait été remarquée et reconnue comme vivante, ne voulant pas l'ignorer, s'est retirée paniquée du gars, le prenant toujours pour mort. Elle croise les mains dans une pose de combat et dit au gars de ne pas s'approcher, disant qu'elle n'a pas peur et qu'elle est prête à tout moment à se défendre et à attaquer. À cela, Monsieur Liu répond qu'il n'y a rien à craindre ici, puisqu'il est une personne vivante ordinaire, à laquelle il prétend que jusqu'à récemment son corps était inanimé et froid. Pendant ce temps, le gars aborde le sujet avec la fille elle-même, affirmant que ses capacités physiques et son costume noir la font ressembler à une voleuse. À cela le voleur répond que lui et sa famille sont les vrais bandits, alors qu'elle est une personne noble et donne tout le butin aux pauvres. En entendant tout cela, le nouveau Monsieur Liu note que son prédécesseur doit avoir une terrible réputation si le volé est considéré comme noble. Cependant, ses pensées anxieuses sont ensuite interrompues par la compréhension du simple fait que ce voleur pourrait devenir le premier investisseur pour ses idées entrepreneuriales. Le jeune homme exprime ses condoléances à la jeune fille, car, de toute évidence, tout son voyage était inutile, tout ce qui avait de la valeur dans cette maison avait depuis longtemps été emporté. Elle prétend qu'elle était ici tout récemment et qu'elle sait qu'il avait de l'argent pour le mariage et le prix de la mariée, cela ne peut donc pas être vrai. Monsieur Liu répond qu'il a reçu la visite de créanciers qui ont exigé le paiement des dettes le plus rapidement possible, ce qui a conduit à la situation désastreuse dans laquelle il se trouve actuellement. Il continue d'expliquer en détail tous les problèmes possibles qui l'ont conduit à la corde, comme s'il essayait de se souvenir de tout. La voleuse lui ordonne de se taire et s'apprête à partir en disant qu'elle voulait voler son argent et le distribuer à ses victimes, mais évidemment, la vie la punit même sans elle. Monsieur Liu l'arrête en lui demandant si elle va continuer sa vie noble, mais toujours criminelle, jusqu'à sa mort. La jeune fille continue de prétendre qu'elle n'est pas une simple voleuse qui vole sans raison, c'est une personne noble qui agit selon son propre code d'honneur. À cela, le jeune homme demande si la jeune fille a pensé à son avenir, si elle poursuivra ses activités criminelles dans des décennies. Elle répond que, bien entendu, ses plans donnent la priorité à la punition de divers escrocs, spéculateurs et fonctionnaires corrompus de toutes sortes. Le jeune maître Liu confirme qu'il s'agit bien là d'un idéal chevaleresque, digne d'éloge quand il est si brillamment observé, et que la jeune fille prend comme un compliment. Cependant, il demande ensuite si la noble voleuse a déjà pensé qu'il était très probable que sa vie serait solitaire à cause d'une telle carrière. À cela, le voleur affirme qu'il s'agit d'un concept cérébral et que certaines personnalités de sa profession ont encore des familles et des mariages réussis, il n'y a donc aucune raison pour que son cas soit différent. Monsieur Liu pense que sa tactique a fonctionné après tout, et il continue de demander si ce voleur a quelqu'un, ce à quoi il reçoit la réponse que ce ne sont pas ses affaires. Plus tard, la jeune fille se rend compte que cette dispute avec un type qui connaît à peine la vie en dehors des clubs de jeu et des bordels est inutile. Le noble voleur atteint d'un bond élégant l'une des poutres sous le toit et se prépare à sortir de cette maison et de cet homme. Une seconde plus tard, elle jette un rapide coup d'œil à Monsieur Liu et lui fait ses adieux, mais il n'est pas disposé à la laisser partir si facilement. Le gars affirme avec retenue que les beaux et fidèles nobles voleurs de divers contes de fées n'existent que dans les contes de fées et les légendes, pas dans la réalité. Il continue sa tentative de convaincre la jeune fille en lui disant que les vrais voleurs, s'ils n'ont pas l'air dégoûtants, sont tout simplement grands et effrayants, ce qui l'effraie un peu. En fin de compte, son discours ultérieur sur les nombreux défauts des voleurs a quelque peu distrait le voleur, c'est pourquoi elle est tombée bruyamment sur le parquet. Agacée par ce discours et peut-être par sa propre chute, la jeune fille ordonne au marchand de fermer la bouche, mais ses paroles sont ignorées. Monsieur Liu continue de parler des propos grossiers, du manque d'hygiène et d'autres traits sauvages des bandits qui pourraient un jour s'emparer de son cœur. À la fin, il lui demande si elle peut imaginer être mariée à quelqu'un comme ça, être une si belle fille. En d'autres termes, il manipule ouvertement ses émotions. À cela, le ravisseur répond avec colère que le mariage n'est pas son objectif, puisqu'elle envisage de défendre la justice toute sa vie, en punissant ceux comme lui. Cependant, le gars dit qu'il est peu probable qu'elle puisse le faire avant d'être vieille, tout simplement parce que son corps ne sera plus aussi jeune, flexible et habile. Monsieur Liu, d'un ton quelque peu condescendant demande si elle n'a pas peur qu'un jour, quand sa force physique ne sera plus la même, elle soit capturée par de simples sentinelles. À cela, la jeune fille l'attrape par les vêtements et lui crie au visage de se taire et de ne pas faire pression sur ses vieilles blessures s'il veut améliorer sa réputation d'une manière ou d'une autre. Elle affirme avec colère que ce n'était pas sa décision de s'engager dans cette voie criminelle, et que de nombreux escrocs, spéculateurs et fonctionnaires corrompus sont responsables de tout. En fin de compte, la colère de la jeune fille se transforme en découragement,
après quoi elle se demande ce qu'elle pourrait et peut faire d'autre dans de telles circonstances. Monsieur Liu, étant avant tout un commerçant, note de lui-même que son piège, la méthode de persuasion, a finalement fonctionné, exactement comme il l'avait prévu. Il offre au voleur une nouvelle vie dans laquelle elle pourra laver son nom et devenir une femme riche et prospère qui n'a pas besoin de se cacher derrière le dos d'un homme. La commerçante continue de parler de ce qui l'attend avec cette richesse, la possibilité de choisir n'importe quel homme, de distribuer des fonds, d'aider les pauvres, etc. La jeune fille refuse, qualifiant ses plans d'irréalistes, ce à quoi le commerçant lui dit qu'il peut et veut mettre en œuvre quelque chose de similaire au sien. Il ajoute sa signature sur la connaissance du secret avant de devenir un homme riche pour tenter de convaincre enfin son premier investisseur. Le voleur qualifie cela d'absurdité, accusant le commerçant de fraude et de mensonge, ajoutant que s'il avait su quelque chose, il n'aurait pas contracté de telles dettes. À cela Monsieur Liu répond qu'il appartient à la 3e génération d'une famille de commerçants et que s'il ne savait pas gagner de l'argent, il n'en aurait pas pour de telles dépenses. Il prétend connaître l'histoire de la façon dont son grand-père a pu subvenir aux besoins de toute sa famille en vendant seulement 2 chevaux. Le voleur répond que c'est un terrible mensonge, 2 chevaux ne valent que 50 pièces d'argent, alors que leur cour elle-même vaut au moins 1000 pièces d'argent. Le marchand lui saisit la tête, comme fatigué du bruit, et demande simplement à la jeune fille de l'écouter, en lui promettant que l'histoire ne sera pas longue. La jeune fille se calme un peu et, ayant visiblement certains espoirs et attentes, décide de rester et d'écouter ce qu'il a à dire. Elle s'assied rapidement sur le banc, croise les jambes et s'installe plus confortablement, après quoi elle ordonne au marchand de commencer son histoire. Monsieur Liu raconte comment son grand-père est venu au marché local pour vendre son cheval, appelant tous les passants qui pourraient devenir ses acheteurs. Ce marchand fait l'éloge de son cheval de toutes les manières possibles, expliquant à quel point il est pratique de voyager dessus et à quel point il attire les belles dames, mais tout cela n'est pas l'essentiel. La principale caractéristique de la vente de son cheval était une promotion spéciale, au terme de laquelle, si après une semaine d'utilisation le cheval ne convient pas, vous pouvez le restituer et récupérer votre argent. En entendant cela, l'un des paysans décide d'acheter ce cheval pour moudre la farine, ajoutant que s'il l'aime, il l'achètera complètement. La jeune fille ne comprend pas vraiment l'essence de cette opération, alors elle demande avec intérêt ce qui s'est passé ensuite avec ce cheval et ce client. Monsieur Liu répond qu'une semaine plus tard, le cheval a été rendu à son grand-père, ce à quoi la jeune fille répond en riant, disant qu'il s'agit d'un commerce très douteux. Pourtant, le commerçant, avec un sourire un peu narquois d'homme passionné par son métier, affirme que juste après vient le moment clé de cette opération. Après que les gens ont compris qu'il n'y avait pas de tromperie, ils ont également voulu essayer de prendre le cheval gratuit, créant ainsi des files entières de personnes qui le voulaient. Cependant, déjà chez le 3e client, il se passe quelque chose que le grand-père commerçant attendait apparemment comme base de son opération, car il n'est pas possible de restituer le cheval. L'homme affirme que son enfant ne veut pas dire au revoir au cheval et qu'il ne l'a pas apporté, ajoutant qu'il voulait quand même l'acheter. Et c'est ainsi que le grand-père de Monsieur Liu a reçu ses 30 premières pièces d'argent dans cette transaction, remerciant poliment son acheteur et préparant d'autres ventes. Le voleur dit que vendre un cheval n'est pas un travail si difficile et, en général, tout ce stratagème semble que l'effort déployé est bien supérieur au résultat. Dans ce cas, le commerçant affirme qu'il s'agit de l'élément central du projet global, son grand-père amène tranquillement la jument au tribunal de son acheteur. Cela amène le cheval acheté à se comporter de manière inappropriée, apparemment en raison de certains problèmes de reproduction, mais pour l'acheteur, le cheval semble tout simplement désemparé. Son épouse, effrayée que leur fils fréquente particulièrement ce cheval et puisse être mutilé si le cheval est dans cet état, exige que l'animal lui soit restitué. L'acheteur vient voir son grand-père, Monsieur Liu, avec le cheval et prétend qu'il est très probablement malade et qu'il est venu le rendre. Le grand-père commerçant affirme que le cheval est en parfaite santé et que, comme l'acheteur a déjà acheté le cheval, il n'est plus possible de le retourner ou de l'échanger. L'homme prétend que ce cheval ne peut pas rester dans sa maison de toute façon, ils doivent donc trouver une solution à ce problème. Le commerçant propose à son ancien acheteur de revendre le cheval si cela pose un si gros problème à sa famille. L'homme exprime sa confusion quant à la raison pour laquelle ce cheval ne se comporte normalement que devant un commerçant, alors qu'une bouteille d'urine de jument est visible dans les mains du commerçant. Le marchand prétend qu'il est prêt à racheter son cheval, mais seulement pour 30% du montant initial, et l'homme en propose 80. Le grand-père Liu prétend qu'il ne peut tout simplement pas donner plus de 40%, tandis que son acheteur dit que cela ne suffit pas et en demande 70. En fin de compte, les deux personnes décident que 50% du montant initial constitue un montant assez raisonnable pour les deux parties, compte tenu des circonstances. Monsieur Liu déclare en outre que son grand-père voyageait ainsi dans de nombreux endroits et gagnait de l'argent tout en ayant des chevaux à vendre à chaque fois. La jeune fille est choquée par le fonctionnement de ce grand projet et Monsieur Liu lui demande si elle lui fait confiance pour pouvoir tenir ce qu'il a promis. Cependant, le voleur, après avoir écouté toute cette histoire, qui lui faisait penser à une grosse fraude, a frappé le gars au visage, le traitant de spéculateur. À cela, le commerçant a demandé si ce projet avait enfreint la loi et si quelqu'un avait été contraint de faire quelque chose,
ce à quoi il a reçu une réponse négative avec retenue. Par conséquent, il se demande comment cela peut être une arnaque si aucune loi n'a été enfreinte ou si les gens ont été forcés de faire quelque chose contre leur gré, ce à quoi la jeune fille essaie d'étouffer le sujet de la conversation. Le commerçant pense que la jeune fille croit enfin en ses capacités, alors il l'invite à devenir son partenaire commercial et lui propose de gagner beaucoup d'argent. Il lui tend la main comme symbole d'un accord pour une coopération plus poussée entre eux, ajoutant qu'ils peuvent atteindre le sommet. Après quelques secondes de réflexion, la jeune fille affirme que s'il veut atteindre le sommet, pourquoi a-t-il besoin d'elle? Ce à quoi le commerçant répond qu'il n'a pas d'argent. Il dit qu'au terme de leur accord commun, le voleur investira de l'argent, tandis que le commerçant augmentera ses sommes plusieurs fois. En fin de compte, Monsieur Liu suggère à la jeune fille de commencer avec un petit objectif, atteindre la somme de 1000 pièces d'argent en un mois. La jeune fille est incroyablement choquée par cette proposition, la percevant comme une blague inappropriée et ne comprenant pas comment cela est possible. Elle affirme que 1000 pièces d'argent équivalent à environ 80 années de travail pour une famille moyenne, même sans dépenses alimentaires. Par la suite, le voleur a une certaine idée et se confronte directement au commerçant ou n'a-t-il pas l'intention de s'enfuir soudainement avec l'argent, comme son grand-père. À cela, le gars répond que, même si sa méthode était quelque peu incorrecte, il peut assurer à la jeune fille que ses futures affaires seront tout à fait légales. Il ajoute qu'avec les capacités physiques du voleur, il ne pouvait espérer s'échapper sans de nouvelles tentatives de vengeance. La jeune fille sourit au marchand, tenant derrière son dos un de ses couteaux spéciaux, qu'elle utilisait comme projectile de lancement. L'instant d'après, volant à travers toute la pièce et à la tête du marchand, ce couteau, avec un bruit fort, tua instantanément un cafard sur l'un des murs de la pièce. Après avoir exécuté un tour similaire, la jeune fille a confirmé avec arrogance qu'avec ses capacités, même si quelque chose ne va pas, le marchand ne vivra pas une seconde de plus. En entendant cela, le commerçant demanda pourquoi la voleuse avait peur dans cette opération si elle ne courait aucun danger avec un tel partenaire. D'un air pensif, le voleur change légèrement de sujet, demandant de combien d'argent le commerçant a besoin pour atteindre son objectif déclaré. Après avoir longuement réfléchi, Liu affirme qu'une centaine de pièces d'argent lui suffirait, ce qui est évidemment une somme énorme pour une simple fille. Elle attrape à nouveau le gars par ses vêtements et crie avec colère sur la façon dont elle peut lui confier une telle somme, qui est sa seule épargne pour sa vieillesse. Réalisant qu'il ne peut pas voir des centaines de pièces d'argent, le commerçant réduit radicalement ses exigences et ne demande qu'un seul kopek. Une remise aussi insensée ne peut provoquer que choc et question, la jeune fille a été vraiment incroyablement surprise par cette demande. Le commerçant dit qu'il doit démontrer au moins certains résultats pour être pris au sérieux et que c'est ensuite à elle de décider d'investir ou non de l'argent. La jeune fille réfléchit longtemps à la question de savoir s'il s'agit d'un autre stratagème frauduleux, comme celui dont le commerçant a parlé plus tôt. En fin de compte, elle accepte de lui donner un centime, voulant voir ce qu'il peut réaliser avec une si maigre somme. Le gars est surpris que le sou ait été retiré de sa poitrine, mais se ressaisit et ordonne à la fille de l'attendre ici. Promettant de revenir bientôt, le commerçant quitte précipitamment la maison, laissant le voleur seul. Au même moment, la jeune fille se souvient que la récompense sur sa tête est égale à 1000 et demi pièces d'argent, cela pourrait donc être une méthode avec laquelle le commerçant gagnera de l'argent. Et juste comme ça, la jeune fille quitte la cour de la famille Liu, avec l'intention d'espionner secrètement le marchand et de le tuer s'il essaie de la dénoncer. Pendant ce temps, sur le chemin du voleur, on pouvait remarquer deux ivrognes marchands à peine, fredonnant une chanson étrange. L'un d'eux, avec une expression tragique ou plutôt douloureuse sur le visage, demanda à l'autre de lui en verser davantage. Bien sûr, ayant remarqué comment la jeune fille survolait littéralement la ville avec de nombreuses figures acrobatiques, ils n'ont pas pu s'empêcher de commenter. Finalement, le voleur a vu le dealer s'approcher du bâtiment de la police, à côté de l'avis de recherche, et s'est caché sur le toit non loin de l'endroit. Cela lui semble suffisant pour prouver les stupides intentions de Monsieur Liu de la livrer aux sentinelles contre une récompense monétaire. La voleuse a sorti un de ses couteaux de lancer derrière son dos et s'est tenue dans une position d'attente, observant chaque mouvement de Liu. À sa grande surprise, et à la surprise des sentinelles elles-mêmes, le marchand éclate de rire, toujours debout près de l'avis de recherche du voleur, Red Lotus. L'un des gardes demande avec méfiance pourquoi le gars rit soudainement dans un endroit qui pourrait le faire rire. Le marchand répond qu'il n'y a rien de bien drôle ici, il se demande juste qui a peint le portrait de ce lotus rouge. Le portrait avait l'air vraiment discutable, exagérant les traits du visage et ajoutant des traits traditionnellement disgracieux. Liu a continué à se moquer de cette image en détail. Le garde ignore ces paroles et dit que le lotus rouge est connu dans de nombreuses provinces et que si le marchand a des informations, il reçoit une récompense. La jeune fille regarde cela avec une attention intense. Le gars dit qu'aider à retrouver un si grand criminel est toujours noble et promet de fournir des informations s'il les a. Après ces mots, il dit au revoir à l'officier et s'en va, à la grande surprise du voleur qui le surveillait depuis tout ce temps. Le commerçant s'enfonçait plus loin dans les quartiers commerçants, où l'on vendait tout ce que ce monde pouvait offrir de nos jours, de la nourriture, des vêtements, des souvenirs sentimentaux et des divertissements. Le gars a mentalement noté que toutes ces scènes lui rappelaient des films de science-fiction qu'il avait regardés dans une vie antérieure. Soudain,
le commerçant aperçoit une petite foule rassemblée près du bazar, condamnant ou prenant en pitié l'objet de son attention. Devant la foule était assise une jeune fille aux cheveux blancs avec une tablette avec une inscription dessus, qui affirmait s'être vendue comme esclave pour enterrer sa propre mère. Le commerçant a regardé le sou qui lui avait été donné et s'est demandé s'il pouvait d'une manière ou d'une autre influencer cette situation ou l'utiliser à son avantage. Soudain, le gars entend quelqu'un l'appeler le jeune maître Liu, ce qui le rend tendu compte tenu des dettes de sa vie actuelle. Sa vieille connaissance maître Su apparaît devant lui, disant que Liu a le courage de sortir dans la rue commerçante après toutes les énormes dettes qu'il a contractées. Liu se souvenait de lui à partir de souvenirs d'une vie passée, se rappelait comment le jeune homme avait simplement trompé son prédécesseur dans ce corps, faisant de lui un joueur. Le marchand jette son sou de cuivre en l'air, disant que sa famille a souvent entendu une sage phrase qui lui est très proche. Après avoir attrapé un sou en l'air, il a poursuivi en disant que l'essence de cette sagesse est que tant que la vie continue, chaque personne a une chance de réussir. En riant, le jeune maître de famille va demander au commerçant s'il lui reste des fonds, après toutes les dettes et les ennuis. Maître Su, dans une pause dramatique, montre du doigt le seul centime dans les mains du gars et demande d'une manière condescendante si c'est une blague de leur part. Monsieur Liu dit qu'il peut gagner de l'argent parce qu'il a un rêve qui le guide tout au long de la vie, ce dont l'autre puissant marchand se contente de rire. Tapotant l'épaule du gars d'une manière feintement amicale, Maître Su souhaite bonne chance à son concurrent, en prononçant étrangement chaque syllabe de son nom. Entouré de ses serviteurs, qui commandent de toutes les manières possibles que Liu ne pourra rien réaliser avec un seul centime et que c'est tout ce qu'il a, le maître passe à autre chose. Il remarque une malheureuse jeune fille aux cheveux blancs qui se met en vente à cause de la pauvreté et de la mort subite de sa mère, constatant à quel point cette situation est tragique. Cachant quelque peu son visage derrière un éventail noir décoré, Maître Su note à quel point sa fille est attentionnée devant lui, disant qu'il aime ce type. Finalement, il se penche pour mieux voir la jeune fille, disant qu'il a juste besoin d'une femme de chambre pour réchauffer son lit personnel, tandis qu'elle se cache terriblement derrière sa pancarte avec l'inscription. La foule murmure que la jeune fille n'aura pas de chance si elle se retrouve dans la maison de la famille Su, se souvenant des nombreuses choses méchantes qu'ils ont entendues à leur sujet. Maître Su ordonne à la jeune fille de recevoir de l'argent et laisse à ses subordonnés le temps de profiter de la nouvelle esclave, après quoi elle doit être lavée et emmenée à sa résidence. Soudain, Monsieur Liu prend la défense d'une terrible fille qui est sur le point de tomber dans le terrible esclavage d'un homme tout aussi terrible. Après quelques secondes, Maître Su le remarque et demande avec surprise si Liu lui-même, connu pour ses escroqueries romantiques douteuses, aimait cette fille. Le marchand regarda la malheureuse fille aux cheveux blancs, dont les yeux étaient remplis de surprise, de respect et d'espoir qu'il voulait et pouvait la sauver. Maître Su, à son tour, continuait de se moquer de son ancien concurrent, se demandant s'il avait apporté de l'argent pour acheter cette fille. Avec les serviteurs, il affirme que maintenant la famille Su est plusieurs fois plus riche que le passé de la famille Liu, de sorte que le marchand ne pourra pas vivre de la même manière. Monsieur Liu décide de s'adresser au public en disant qu'il a été un imbécile toute sa vie et que c'est seulement maintenant, après avoir perdu sa famille, qu'il a compris cette douleur de perte. Il continue de parler, affirmant que si la fille se retrouve dans la famille Su, son sort sera pire que la mort elle-même, ce qui l'effraie naturellement. Le gars sort le même sou de sa poche, se demandant si les gens autour peuvent se permettre de laisser la fille seule avec ce terrible sort. Il remet donc son sou entre les mains de la malheureuse femme, en lui souriant avec bonhomie. La foule commence à chuchoter entre elles, se demandant si elle pourrait venir en aide à cette fille, tout comme Monsieur Liu. Finalement, la première voix s'est élevée, affirmant que ce n'était qu'une question d'un centime et qu'il devait l'aider, après quoi presque toute la foule a uni ses forces pour sauver la jeune fille. Ainsi, lorsqu'elle a eu toute une montagne de pièces de monnaie, la jeune fille a fondu en larmes de bonheur et a remercié Monsieur Liu et toutes les personnes impliquées pour leur gentillesse. Le commerçant dit qu'il y a ici plus qu'assez d'argent pour les funérailles de la mère, et que le reste peut aller aux frères dont il est écrit sur la pancarte. Après cela, Liu regarda Maître Su avec condescendance et nota que c'était pour cela qu'il n'avait finalement pas obtenu ce qu'il voulait. Le maître prétend que cela a gâché sa journée, alors il ordonne à ses serviteurs de battre Liu, mais pas à mort, car la mort serait une punition trop clémente. Les serviteurs se mettent en position de combat et courent en direction de leur adversaire, tout en expliquant comment il a osé gâcher l'humeur du maître. Étonnamment, Liu Yun repousse cette attaque, frappant assez fort l'un des serviteurs au visage et lui cassant une dent. Cette dent, à son tour, vole plus loin, frappant Maître Su lui-même au visage, c'est pourquoi il a presque perdu l'équilibre et n'a pas pu tenir l'éventail dans sa main. Maître Su crie qu'il souffre lorsque cette dent le frappe au front, laissant soit le sang de son subordonné, soit le sang dessus lui-même. Liu Yun réagit à peine à ces mots, se rappelant en même temps que dans sa vie antérieure, il avait beaucoup boxé, notant que ce corps est assez faible et qu'il devrait commencer à s'entraîner. Maître Su est choqué par de telles compétences et demande avec colère quand le marchand a réussi à apprendre de telles choses, l'accusant même de ne pas être Liu Yong. À cela, le marchand répond qu'il est vrai que le précédent Liu Yun est mort et que maintenant un nouveau est né, prévoyant apparemment que cela soit pris métaphoriquement. Il ajoute qu'il est au courant de la copropriété du casino entre Maître Su et Monsieur Zhu,
affirmant qu'il s'agit d'un stratagème vraiment intéressant et assurant qu'il restituera la totalité du montant. Maître Su se contente d'en rire en disant que dans un mois après Liu Yun, Monsieur Zhu lui-même viendra lui prendre tous ses biens, ce qui mettra fin à toute sa carrière. Il ajoute également que s'il le demande seulement, Monsieur Zhu ôtera la vie de Liu dans le cadre de la dette, à laquelle il parle uniquement de la qualité de leur relation. Maître Su prétend que si Liu nettoie ses chaussures avec sa langue, il aura pitié et demandera à Monsieur Zhu d'épargner la vie de la malheureuse femme. Cependant, Liu Yun ignore cette proposition, affirmant qu'il verra comment les choses évolueront avec ses projets pour l'avenir. Le jeune maître est incroyablement ennuyé par un comportement aussi effronté de son point de vue et promet que toute la famille Liu mourra à cause de ses actes. Pendant ce temps, non loin de la cour de Liu, la même fille aux cheveux blancs qu'il avait sauvée, accompagnée d'une foule de personnes attentionnées, attendait le garçon. Le marchand demande avec retenue ce que la jeune fille fait ici, à laquelle il ne trouve pas immédiatement de réponse, sans s'éloigner toujours de l'horreur de cette journée. En se souvenant de cela, Liu Yun demande si elle a réussi à enterrer sa mère si rapidement en si peu de temps. D'un ton quelque peu inquiet, la jeune fille le confirme, s'appelle Ling Lan et dit qu'elle veut devenir la servante de Monsieur Liu pour récompenser sa gentillesse, ce à quoi il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il essaie d'aller plus loin, mais la jeune fille insiste pour qu'elle l'aide, affirmant que son frère aîné a toujours dit que la gentillesse se payait. Le marchand comprend qu'il ne peut pas se séparer de Ling Lan si facilement, alors il lui demande s'il lui reste de l'argent après cette rencontre. L'un répond qu'ils sont restés et tend à son sauveur un portefeuille dans lequel il ne prend qu'un centime et dit que maintenant tout devrait bien se passer, ce avec quoi la fille n'est pas d'accord. En fin de compte, Monsieur Liu demande si Ling Lan sait lire et écrire, ce qui signifie pour elle un autre châtiment qui lui conviendra. La jeune fille répond par l'affirmative. Après avoir entendu cette réponse, le commerçant dit qu'elle pourra alors devenir sa secrétaire, et avec un fort désir, même sa première employée, ce qui soulève de nombreuses questions de la part de la jeune fille. Liu Yun explique qu'elle devra effectuer diverses tâches pour lui et l'accompagner dans diverses circonstances, ce à quoi Ling Lan demande en quoi cela est différent d'être l'esclave d'un prince. Le commerçant dit qu'il y a une grande différence entre les deux professions car il paiera bien sur la jeune fille pour son dur travail. Après quelques secondes de réflexion, Ling Lan accepte ses conditions, disant qu'elle accepte tout ce que le gars veut. Cela semble plutôt gênant pour le commerçant, car la jeune fille a évidemment une perception plus servile de son travail ultérieur que de ce dont il a besoin, mais il est également prêt à y travailler. Liu Yun se présente officiellement et félicite Ling Lan d'être devenue la première employée de la société Liu, ce à quoi la jeune fille réagit avec surprise. Finalement, le commerçant invite sa nouvelle employée dans sa cour, l'invitant à venir manger. En entrant chez lui, Liu Yun proclame son retour, avertissant et informant Red Lotus, son premier investisseur. Il regarde dans différentes directions, disant que ce n'est pas le moment de se cacher et qu'il devrait commencer le plus vite possible. Ling Lan regarde autour de lui avec surprise, s'accrochant à la main du gars. Une voix d'en haut, provenant de l'une des poutres sur lesquelles le voleur était assis, a demandé comment Liu Yun avait réalisé qu'elle se cachait, pourquoi il ne supposait pas qu'elle était partie. Liu Yun répond simplement et avec retenue que tout cela est dû au fait qu'elle lui a donné le même centime. La jeune fille confirme en disant que ce n'est qu'un centime, qui n'a pas beaucoup de valeur pour elle, ce n'est pas un investissement à surveiller. Le marchand dit que la valeur de cette pièce est bien supérieure à un centime, car elle représente l'intérêt du lotus rouge quant à sa capacité à tenir sa promesse. Le voleur le traite de perdant sûr de lui et dit qu'il se demande simplement ce qu'une telle personne ferait dans une telle situation. Liu demande quant à lui si la fille le suit depuis tout ce temps. Red Lotus a été choquée que le marchand ait réussi à découvrir cela, alors elle demande comment il l'a vue si elle se cachait si soigneusement. Le gars répond que ce serait incroyable pour elle de rester assise chez lui toute la journée et de rêver de revenus futurs sans soupçon. Le commerçant ajoute qu'il a des exigences très élevées envers ses partenaires commerciaux, essayant ainsi de saluer le comportement de Red Lotus. Pour cela, le voleur détourne seulement son regard du gars, disant que personne n'a besoin de l'approbation d'un perdant pathétique, surtout pas elle. Il invite le voleur à descendre enfin du toit porteur de la structure et à parler de toutes les choses et idées qu'il a maintenant. Le commerçant dit qu'il ne peut pas se concentrer autrement, laissant entendre que le voleur est assis dans une position obscène. Un peu honteuse, la jeune fille décide de descendre du haut, atteignant le sol d'un bond élégant et typique et marchant vers Liu. Red Lotus s'approche de lui et confronte le gars avec confiance, lui demandant quel genre de plan il a réussi à élaborer, soupçonnant des idées douteuses et légales. À la surprise de la jeune fille, le commerçant dit qu'il a complètement élaboré un plan idéal pour d'autres affaires dans lesquelles le voleur peut investir. Red Lotus remarque un panier de légumes dans les mains du gars et une fille aux cheveux blancs qui se cachait de peur derrière son dos. Elle comprend rapidement les risques et lui demande s'il a soudainement décidé de faire à cette fille ce que son grand-père a fait au cheval, ce à quoi Liu répond avec surprise, ne s'attendant visiblement pas à ce qu'elle y pense. Le bandit menace d'enterrer le marchand vivant s'il fait quelque chose comme Ling Lan. En réponse, Liu Yun ordonne sa libération, affirmant qu'elle pourrait endommager les légumes, qui sont l'élément principal de son plan d'affaires. La jeune fille s'éloigne du commerçant, mais en regardant le panier, elle voit qu'il y a suffisamment de produits pour qu'il n'y dépense qu'un centime. Liu Yun, quant à lui,
sort le même centime de sa poche et le jette à son investisseur, à qui elle demande seulement avec surprise comment cela est possible. Le marchand dit que la valeur de cette pièce n'est vraiment pas d'acquérir quelque chose et de l'utiliser dans des travaux ultérieurs, mais de convaincre le Lotus Rouge de ses capacités. Concernant l'endroit où il a trouvé son regard, Liu Yun dit qu'il a rencontré une vieille femme au marché qui avait du mal à parler et pouvait à peine vendre ses légumes. Le gars l'a aidé dans ses ventes, encourageant de nombreux passants à acheter et, en guise de gratitude, a reçu une petite quantité de légumes pour lui-même. Par la suite, une situation similaire s'est produite avec un boucher, qui voulait vraiment aller aux toilettes, mais ne pouvait pas quitter sa place. Liu Yun a accepté de rester au comptoir à sa place et a également reçu de la nourriture en guise de gratitude. Red Lotus demande avec une certaine irritation quel genre de coïncidence il s'agit du fait que tout d'un coup, tout le monde sur le marché a soudainement eu besoin de l'aide de quelqu'un. Liu Yun, à son tour, répond qu'il a réussi à voir plusieurs commerçants qui n'allaient pas bien, alors il a décidé de les aider moyennant une compensation. Ensuite, le gars dit que trouver une opportunité commerciale est la première étape pour gagner de l'argent, mais Red Lotus dit qu'avec ses légumes, il ne verra pas des milliers de pièces d'argent. Liu Yun dit aux filles d'aller au pavillon de pierre derrière sa cour, disant que le roadshow commencera bientôt. Sur ce, il sort rapidement de la maison à la surprise de Lotus, qui dit qu'il ne croit pas en ses super pouvoirs à ce sujet, en plaisantant en disant qu'il va se cacher. Finalement, Red Lotus et Ling Lan écoutèrent cela et après un moment, ils s'assirent relativement paisiblement dans le pavillon de pierre et attendirent Liu. Le voleur trouve enfin le temps de s'intéresser davantage à la jeune fille aux cheveux blancs et lui demande comment elle est arrivée ici. Ling Lan répond qu'il n'y a eu aucune tromperie de la part de Liu, craignant une réaction de colère, continuant qu'il l'a sauvée et qu'elle a décidé de venir elle-même. Red Lotus a anxieusement demandé à la jeune fille comment la sauver, craignant de quoi elle pourrait être sauvée. Ling Lan expliqua d'un ton triste que sa mère était décédée récemment, mais elle ne pouvait pas forcer plus d'informations parce que c'était douloureux. Le voleur, d'un ton quelque peu pathétique, lui a dit de ne pas s'inquiéter, puisque Ling Lan était désormais sous sa protection, et si Liu faisait quelque chose, elle lui ferait certainement quelque chose. La jeune fille explique que Liu est gentil, qu'elle voulait récompenser sa gentillesse en devenant servante ou servante, mais il a refusé. Red Lotus est quelque peu confus quant aux détails de cette situation, se demandant si Liu l'a amené ici ou ce qui s'est même passé. Ling Lan transmet les paroles de Liu selon lesquelles il ne veut pas faire d'elle une esclave, disant que lui, comme une personne ordinaire, devrait être payé pour son travail, et a donc proposé de travailler pour lui. Le voleur est surpris d'entendre de tels mots à propos du marchand, alors elle demande à nouveau à la fille, ce à quoi elle confirme et dit que Liu n'est pas du tout comme les autres. Pendant ce temps, le commerçant lui-même arrive, finissant par cuisiner quelque chose avec la nourriture qu'il a achetée au marché, annonçant joyeusement qu'il avait apporté des friandises. Lotus demande ce qu'il y a devant elle, et Ling Lan regarde avec surprise l'étrange plat avec divers aliments sur des brochettes. Liu Yun brandit un pinceau à sauce spéciale et dit que c'est du malatan, en soulignant chaque syllabe pour marquer son importance. À la surprise des filles, le commerçant leur propose deux versions possibles du malatan, un plat spécifique de la cuisine du Sichuan, épicé et sucré. Lotus dit qu'il veut une version légèrement épicée, mais Ling Lan ne comprend pas au début que cela est également possible, mais après la permission de Liu, il choisit le malatan sucré. Ensuite, le marchand leur tend des petits bols de bouillon, dans lesquels divers légumes sont disposés sur de longues brochettes. Lotus est gêné de savoir comment elle devrait manger quelque chose comme ça, ce qu'il montre. Ling Lan comprit comment cela fonctionnait et goûta finalement ce malatan, surpris de voir à quel point ce plat était savoureux. Le voleur le regarda seulement pensivement. Liu Yun propose à sa nouvelle employée une version épicée du plat, ce qu'elle accepte, fascinée par la première option, alors que Lotus doute encore. À la fin, elle décide de mordre dans l'un des légumes sur la longue brochette avec beaucoup de suspicion dans les yeux, arrivant finalement à la même conclusion que Ling Lan, le plat est très savoureux. Par la suite, elle remarque également une combinaison intéressante de différentes saveurs, une forte chaleur accompagnée de piquant, et estime que c'est l'un des plats les plus délicieux qu'elle ait jamais mangé. Satisfaite du résultat, les filles réclament davantage du même plat, ce que Liu leur refuse, affirmant qu'il n'y en a plus et que ce n'est que sa façon d'intéresser les investisseurs. Considérant qu'il ne s'agit que d'un tel moyen d'influence et que le Lotus Rouge a apprécié l'affaire, Liu Yun lui demande son avis en tant que premier investisseur. Après réflexion, le voleur dit que le plat est très savoureux et peut plaire à la plupart des gens, quelle que soit leur classe. Deuxièmement, le plat est préparé très facilement et à partir de produits disponibles qui peuvent être facilement achetés sur le marché local, et troisièmement, c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. Cependant, après cela, Red Lotus demande au commerçant si elle a l'argent pour ouvrir un endroit pour vendre du malatan, alors pourquoi ne pas démarrer cette entreprise elle-même? Ling Lan est très excité par de telles spéculations et essaie de dire quelque chose à Lotus, mais demande toujours au commerçant une raison pour laquelle il devrait faire cette affaire. Liu Yun prétend que tout cela est dû au fait qu'il a un tueur en bronze, tenant une petite tasse à la main. Naturellement, Ling Lan et Red Lotus lui demandent ce qu'il entend par ce tueur de bronze, mais il n'a pas le temps de répondre. Il est crié fort par une foule d'hommes adultes qui ont immédiatement renversé la porte de la cour,
brisant toute la simple idylle de leur repas. À la tête de ces combattants se trouvait Monsieur Zhu, un homme adulte avec un cache-œil sur l'œil gauche, et derrière la foule se tenait le jeune maître Su, souriant. Red Lotus prévoit de s'engager immédiatement dans un combat, mais Liu Yun lui fait signe de ne pas le faire, tout en passant rapidement la coupe contenant l'assassin de bronze à Ling Lan. Après cela, le jeune marchand se rapproche de la foule et demande à Monsieur Zhu et à Maître Su ce dont ils ont besoin. Zhu répond qu'ils sont venus prendre la maison. L'homme montre Liu Yun du doigt et lui ordonne de faire ses valises et de sortir de cette maison puisqu'elle ne lui appartient plus. Le commerçant dit qu'il lui reste encore un mois pour payer la dette, donc Monsieur Zhu et ses hommes sont arrivés trop tôt. Maître Su dit que lui et Zhu ont décidé d'installer un pavillon ici et que demain est le moment idéal pour ouvrir, ajoutant que le gars peut rester un eunuque qui sera même nourri. Par la suite, Su remarque que Liu Yun n'est pas ici seul, mais en compagnie de filles, dont Ling Lan. Il demande ce qu'il a fait exactement pour qu'elle accepte de venir dans la cour. Il ordonne à la foule de lui amener les filles, après quoi il les transformera probablement en esclaves, invitant également Monsieur Zhu à s'amuser d'abord avec elle. Le Lotus Rouge ne peut résister à une telle impudence et se précipite une fois de plus pour attaquer toute une foule de combattants. Liu Yun essaie une fois de plus de l'arrêter, provoquant une réaction de colère, puis murmure qu'elle doit attendre le bon moment pour attaquer. Le commerçant s'approche du propriétaire du casino, Monsieur Zhu, en lui disant qu'il souhaite bien sûr rembourser ses propres dettes et recommencer. Liu Yun dit que leur accord était que si toutes les dettes n'étaient pas payées dans un délai d'un mois, alors il leur donnerait tous les biens de la famille Liu, ajoutant que qui irait dans son établissement s'il ne tenait pas parole. Monsieur Zhu dit à toute la foule que c'est vrai, que la confiance dans toute entreprise est le fondement, et que si quelqu'un découvre cette attaque, la réputation de Zhu sera ruinée. Le sourire aux lèvres, le propriétaire du casino et créancier Liu Yun ordonne à ses subordonnés de fermer la porte du tribunal. Après cela, Zhu continue qu'en fin de compte, si rien ne dépasse ce tribunal, sa réputation ne sera en aucun cas endommagée. Il demande son avis à Maître Su, ce à quoi il répond qu'il n'attendait rien d'autre de son compagnon, heureux que Zhu soit toujours à ses côtés. Red Lotus, bien sûr, ne peut pas contenir sa colère contre ces criminels effrontés, préparant un de ses couteaux à lancer dans son dos. Pendant ce temps, Liu Yun lui dit que cela ne fera qu'augmenter la prime sur sa tête et ruiner complètement non seulement sa vie, mais aussi celle de Ling Lan. Le voleur demande quoi faire alors, si avec ou sans bagarre, il n'a presque aucune chance de trouver une solution normale à cette situation. Et après cela, Liu Yun dit à son investisseur de surveiller ce qu'il fera pour sortir vivant et avec de l'argent de ce problème. Monsieur Zhu dit que le gars a eu une chance auparavant, alors maintenant il devrait être reconnaissant et se soumettre en donnant sa maison. Maître Su, à son tour, propose avec moquerie une alternative à cette solution, affirmant que Liu Yun pourra même choisir sa propre mort. Liu Yun continue d'insister sur le fait qu'il transférera la totalité du montant de la dette de 1200 pièces d'argent à Monsieur Zhu. Le commerçant ajoute à cela que s'il ne rembourse pas intégralement la dette dans ce délai, il remettra non seulement tous ses biens, mais deviendra également l'esclave de Zhu. Une telle déclaration choque non seulement le Lotus Rouge, mais aussi toutes les personnes présentes, y compris Zhu et Su. Le voleur demande s'il est fou, prévoyant de gagner une telle somme en un mois. Maître Su dit immédiatement à son compagnon de ne pas écouter de telles déclarations, affirmant qu'il ne s'agit que d'un bluff, d'une tentative de retarder sa mort d'au moins quelques jours. Pendant ce temps, Liu Yun continue de convaincre le propriétaire du casino, affirmant qu'un tel montant, à peu près égal à ses bénéfices du casino pendant 6 mois, semble très attractif pour un mois seulement. Monsieur Zhu en doute encore, alors le marchand augmente son offre à 1500 pièces d'argent, choquant Red Lotus. Liu Yun continue d'insister sur sa proposition, affirmant que le propriétaire du casino extrait de l'argent de la famille Liu depuis 2 ans, mais ici, il peut gagner une somme énorme en un mois. Red Lotus reproche une nouvelle fois au commerçant, sans se rendre compte qu'il a complètement perdu le bon sens s'il fait de telles offres. En ce moment, Maître Su continue de convaincre la foule que Liu Yun bluffe et qu'il n'y a aucun avantage pour eux à l'écouter. Il ordonne aux combattants de tuer leurs concurrents au plus vite, mais après quelques dizaines de secondes de réflexion, Monsieur Zhu fait signe aux combattants de les arrêter et accepte cet accord. Monsieur Zhu prévient que Liu Yun ne pourra jamais s'échapper de la ville et que si dans un mois il ne rembourse pas ses dettes, le propriétaire lui confisquera à la fois sa propriété et sa vie. À ce moment, Monsieur Zhu et Maître Su partent. Ce dernier, en colère, ordonne à certains combattants de surveiller constamment le marchand, se promettant de le détruire. Dès leur départ, Red Lotus a finalement eu l'occasion de répondre à toutes ces déclarations, demandant avec colère comment il allait trouver autant d'argent. S'accrochant à sa ceinture, Ling Lan lui demande de ne pas se mettre en colère, craignant visiblement le bandit en colère. Liu Yun, avec un léger sourire sur le visage, demande à Red Lotus si elle pense vraiment que ses plans prévoyaient que Su et Zhu recevraient l'argent. Répondant au regard surpris, le commerçant a déclaré que dès que les 2 hommes avaient accepté cet accord, ils étaient déjà tombés dans son piège. Les filles ne comprenaient toujours pas de quel genre de piège elle parlait, et Liu Yun a ajouté qu'il les forcerait à restituer tout l'argent et les biens qu'elles avaient perdus au casino de Zhu. Soudain, Red Lotus touche la tête du marchand et vérifie s'il va bien, le faisant réagir avec surprise. Après cet étrange contrôle,
la jeune fille prend Ling Lan par la main et lui dit que Liu Yun est devenue complètement folle et qu'elle devrait l'emmener chez son frère aîné. Cependant, tout à coup, la jeune fille aux cheveux blancs dit qu'elle n'ira nulle part parce qu'elle croit que le commerçant est capable de faire tout ce qu'il dit. En soupirant lourdement, le voleur décide de faire part à Liu Yun de ce qu'il a imaginé pour gagner rapidement cette énorme somme. Red Lotus rappelle que Zhu et Su forment un duo très rusé et tout simplement dangereux qui ne peut pas être géré facilement, alors pourquoi devrait-il rendre l'argent à Liu? À cela, le commerçant répond que ces deux-là sont très gourmands, et c'est pourquoi ils rendront cet argent, ce qui provoque une réaction négative fatiguée de la part du voleur. Après cela, Liu Yun affirme également qu'il est encore plus gourmand et propose une fois de plus au Lotus Rouge de gagner autant d'argent que possible, sans révéler un seul plan. Après réflexion, le voleur dit qu'elle ne s'en soucie plus et qu'elle est prête à participer à cette arnaque, ajoutant que s'il ne fait pas ce qu'il a promis, elle volera simplement l'argent de Zhu et Su. Elle sort de son sein un petit sac de pièces d'argent et les tend à Liu Yun comme premier investissement dans son plan fou. À cela, le commerçant sourit avec contentement et serre la main de Red Lotus, la reconnaissant comme sa partenaire commerciale, ajoutant que c'est un plaisir de faire affaire avec elle. Ensuite, Liu Yun regarde Ling Lan et dit qu'il attend du bon travail de la part de son employé, ce à quoi il répond avec un sourire qui l'essaiera. Et à ce moment-là, le voleur demande ce qu'il doit faire ensuite selon le plan du commerçant. Liu Yun dit pensivement qu'il devrait maintenant acheter de la nourriture et des appareils de cuisine pour le travail, et également commencer à fabriquer des cartes promotionnelles et à décorer l'endroit. Après avoir réfléchi à tout cela, le commerçant dit qu'il va commencer son travail, considérant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ling Lan soutient cette décision. À son tour, Red Lotus n'est pas satisfaite du fait qu'en investissant dans cette entreprise, pour une raison quelconque, elle est également obligée de travailler. Liu Yun affirme qu'il n'a jamais dit que les partenaires investissaient uniquement de l'argent, ce à quoi le voleur répond qu'elle a l'impression d'être tombée dans le piège d'un commerçant. Après un certain temps, le gars est en train de dessiner les choses dont il a besoin pour commencer à exploiter son futur établissement, dans le but d'envoyer Lotus et Lin chercher le matériel. Liu Yun donne au voleur une image avec une casserole, un pinceau, une louche et une forme spéciale, disant qu'elle devrait aller chez le forgeron et lui commander un tel ensemble. La jeune fille comprend à peine ce qui est dessiné sur le papier. Pour Ling Lan, il dessine un autre papier avec un bol, un panier et une armoire, lui ordonnant d'aller commander toutes ces choses chez le menuisier. C'est exactement ainsi que le Lotus Rouge se rend chez le forgeron avec cet étrange morceau de papier, qui provoque surprise et incompréhension chez l'homme. Pendant ce temps, vous pouvez voir comment certains hommes de Maître Su surveillent le voleur afin de découvrir quel est le plan de Liu Yun pour rembourser ses dettes envers lui et Monsieur Zhu. Ling Lan vient également voir le charpentier avec son schéma, qui est plus facile à comprendre. Les gens de Maître Su surveillent également la jeune fille. Après un certain temps, il s'agissait de décorer l'endroit où le Malatan devait être vendu. Le marchand portait 2 troncs de bambou, il n'y avait qu'un seul lin, et le Lotus Rouge, sans presque aucun effort, transportait un singe entier de ces troncs. Il commence à couper ce bambou. Ling Lan se plaint que c'est très long et qu'ils n'ont peut-être pas le temps, mais en tant que marchand, il dit que c'est une partie importante du travail. Red Lotus, à son tour, dit qu'il s'agit d'un processus très lent et montre ses capacités en faisant voler 3 couteaux près du marchand et s'écraser dans le bois. À ce moment également, le voleur remarque des mouvements étranges derrière une petite fenêtre dans le mur de la cour, soupçonnant qu'ils sont surveillés. Avec son coup ultérieur, la jeune fille lance 2 assiettes de bambou dans la même direction où volaient les couteaux et coupe instantanément le bambou en petits morceaux. Liu Yun et Ling Lan félicitent le voleur pour ses compétences aussi impressionnantes et utiles, même si la jeune fille finit par remarquer que parmi les morceaux coupés, il semble y en avoir un autre. Bien sûr, cette pièce s'est retrouvée face aux combattants de Maître Su, qui les avaient observés tout ce temps. Le marchand répond à sa subordonnée qu'elle l'a probablement imaginé, souriant à Lotus, devinant visiblement ce qui se passait. Quelques secondes et Liu Yun jette toute cette préparation liée au bambou sur le voleur, à sa grande colère et déception. Après un certain temps, le trio de compagnons arrive à la structure abandonnée de la famille Liu, à partir de laquelle le commerçant a décidé de créer un nouvel établissement où sera vendu le Malatan. Le commerçant retrousse ses manches et dit qu'il est temps de commencer le nettoyage, suivi par les acclamations de Ling Lan. Red Lotus dit qu'elle n'aidera pas cette fois, apparemment toujours irritée par l'affaire passée, mais elle voit plus tard que les deux ne peuvent rien faire sans elle. Le voleur lui attache les cheveux en queue de cheval et dit qu'il devrait d'abord arroser le sol avant de nettoyer la poussière, et il va l'aider. 2 jours plus tard, un nouveau restaurant ouvrait enfin à la place de ce train, avec une pancarte sur laquelle Malatan était écrit en rouge, sous le regard surpris des passants. Les gens racontaient à voix basse comment la famille Liu avait fait faillite et comment ils avaient l'argent pour l'ouvrir, tandis que d'autres se demandaient avec intérêt ce qu'était le Malatan et pourquoi le restaurant avait ouvert sur le site d'un entrepôt. Certains ont même noté que le jeune Liu n'avait pas les connaissances commerciales nécessaires pour ouvrir quelque chose comme ça, ajoutant qu'il pourrait avoir un fort désir de vivre s'il essayait de rembourser sa dette. Non loin du nouveau restaurant se trouvait la maison de la famille Su, depuis laquelle le jeune maître, avec de la nourriture et en compagnie d'un domestique, pouvait observer son concurrent. Le serviteur avait la tête bandée, puisque c'était lui qui avait été blessé par le Lotus Rouge, et il a rapporté que l'autre jour,
Liu Yun faisait des choses très étranges qu'il ne comprenait pas. Maître Su dit d'un ton moqueur que, bien sûr, les choses sont incompréhensibles pour son serviteur, qui n'est pas du tout familier avec les affaires ou le commerce. Avant cela, il ajoute d'un ton inquiétant que de toute façon, s'il Liu ose à nouveau vendre de la nourriture, il sera confronté à un gros échec. Su explique que la nourriture dans cette ville est la spécialité de sa famille, qui, dans un certain sens, a désormais le monopole du marché, puis tourne son attention vers la fenêtre et observe le nouveau restaurant. Liu, quant à lui, demande à ses ouvriers si tout est prêt et, après avoir reçu une réponse positive, se prépare à appeler les acheteurs potentiels avec quelque chose qui ressemble à un mégaphone. Il crie à tous les passants l'ouverture d'un nouveau restaurant appelé Malatan Uliu, affirmant que leur spécialité est constituée de collations fraîches et salées, ajoutant également des prix abordables et un large choix. Linglan et Red Lotus présentent un grand comptoir avec de nombreux aliments différents dans des tasses fraîchement préparées. Le marchand demande le bouillon fini, ce à quoi le voleur répond avec approbation et ouvre le couvercle d'une grande casserole, attirant les passants avec une odeur forte et savoureuse. Le serviteur de Maître Su dit également que cela sent délicieux, mais le maître lui-même le nie, qualifiant le plat de simple méli-mélo d'assaisonnement différent. Mais même lui doit admettre que cela attire beaucoup moins de clients avertis en matière de nourriture, ajoutant que Liu est un penseur plutôt non conventionnel. Le serviteur commence à s'agiter, inquiet de l'avancée de l'affaire, mais Su dit que Liu Yun n'est qu'un clown qui n'a pas du tout hérité des compétences de son père, donc c'est encore pire pour lui que le secteur de la restauration soit allé si loin. Le maître affirme que Liu Yun a commis une erreur fatale pour lui, mais n'a pas précisé ce qu'il voulait dire exactement. Pendant ce temps, le commerçant lui-même continue d'inciter tous les passants à venir dans son restaurant, affirmant que celui-ci ouvre aujourd'hui. Il montre du doigt Linglan, qui tient d'assez grandes piles de morceaux de papier, disant que n'importe qui peut utiliser un coupon pour obtenir du Malatan gratuit aujourd'hui. En entendant parler de la nourriture gratuite, les passants ont immédiatement attaqué la jeune fille, lui exigeant des coupons promotionnels. Le serviteur Su dit que Liu semble très populaire le premier jour, disant qu'ils doivent faire quelque chose, mais le maître lui-même déclare qu'ils doivent continuer à observer. Le Malatan a été préparé assez rapidement et servi de manière élégante, attirant encore plus de passants grâce à son arôme puissant. Les gens étaient assis aux tables du nouveau restaurant, attendant leur commande et réagissant à chaque phrase de Linglan. La jeune fille portait 2 plateaux avec un tas de plats différents, confuse et un peu fatiguée, cherchant une commande pour la première table. Pendant ce temps, Liu Yun et Red Lotus se tiennent à l'entrée du restaurant, le voleur commente la rapidité avec laquelle le restaurant a manqué de place. Elle remarque ensuite que Maître Su les regarde, ce à quoi le marchand répond qu'il les considère toujours comme des mouches et qu'il se moque simplement d'eux. La fille ne comprend pas comment Su se moque d'eux si tout le monde dans le restaurant est satisfait de la nourriture et que rien de mal ne se produit. Le marchand lui dit que, de l'avis de Maître Su, un adversaire sans instruction est trop ennuyeux pour même être qualifié d'adversaire. Cependant, il est clair que Liu Yun ne va pas admettre si facilement que celui est supérieur de quelque manière que ce soit, promettant que le plaisir ne fait que commencer. Et le premier jour au restaurant continue, les gens commandent des portions supplémentaires de tofu et de nouilles. Après environ la moitié de la journée de travail, la foule avait un peu diminué, et avec elle la charge de travail des ouvriers, alors le Lotus Rouge a demandé combien ils avaient déjà gagné. Linglan dit d'un ton triste qu'en fait, peu de gens ont non seulement mangé les portions gratuites, mais ont également commandé quelque chose de plus aujourd'hui. Liu Yun ouvre la boîte dans laquelle est conservé l'argent de ce restaurant, et ensemble les 3 partenaires ne totalisent que 236 kopecks. Le voleur s'étonne que le montant en fin de compte soit très faible. Linglan ajoute qu'à ce rythme-là ils ne gagneront rien ce mois-ci. Pendant ce temps, Maître Su observe toujours la journée de travail de son concurrent, son serviteur attire son attention sur le fait qu'une demi-journée seulement s'est écoulée et qu'il ne reste presque plus de visiteurs. Su prétend avec moquerie que c'est la fin de ce restaurant, ajoutant que parmi les personnes qui mangent dans de tels établissements, il n'y en a que 3 types. Les premiers sont des travailleurs ordinaires qui aiment tout regarder et discuter des dernières nouvelles, donc si quelque part ils distribuent de la nourriture gratuitement, ils viendront certainement l'essayer. À leur arrivée, ils demanderont également du riz et des légumes supplémentaires, et lorsqu'ils auront mangé gratuitement, ils repartiront immédiatement. Le deuxième type, selon Su, sont des personnes instruites qui invitent leurs connaissances à passer du temps quelque part. En règle générale, ils n'aiment pas rencontrer des travailleurs ordinaires, ils goûtent donc la nourriture et partent. Cependant, même eux peuvent être attirés par des collations spéciales et élégantes, certains gourmets accepteront même de payer des portions supplémentaires. Le dernier type, selon Maître Su, sont des jeunes femmes accompagnées de leurs servantes qui sortent en ville pour faire du shopping, mais elles vont rarement dans les endroits où il y a autant d'hommes. Son serviteur demande si cela signifie la fin du restaurant, ce à quoi Maître Su le confirme, ajoutant que dans cet établissement on ne mange pas tant qu'on boit du thé et on discute. Il dit qu'il semble qu'il y ait beaucoup de clients, mais toutes les tables sont occupées et personne ne mange, et les gens dans la rue ont hâte d'essayer le Malatan. Le serviteur affirme avec enthousiasme que Maître Su est effectivement de sang noble, et il lui ordonne de préparer plus de thé pour observer la fin finale du restaurant. Dans le restaurant de Liu Yun en ce moment, il y a quelque chose comme une réunion,
où tous les trois essaient de trouver comment améliorer leur situation. Red Lotus est surpris et demande que si beaucoup de gens qui viennent ici aiment le Malatan, pourquoi personne ne paie-t-il pour des portions supplémentaires? Ling Lan, à son tour, souligne que la plupart des gens se contentent de s'asseoir et de discuter en buvant du thé, c'est pourquoi les autres personnes ne peuvent pas entrer dans le restaurant. Pendant ce temps, Liu Yunya dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter et que tout se déroule selon un plan bien calibré. Le voleur demande des détails sur ce plan, ne faisant pas vraiment confiance aux initiatives de ce genre, mais entend soudain du bruit dans la rue. Le commerçant, ayant entendu ce tapage, ordonne aux filles de rencontrer les clients, elle demande seulement avec surprise de qui il parle exactement. Soudain, la rue près du restaurant de Liu Yun est pleine d'enfants qui courent joyeusement. Ces enfants remarquent instantanément que ça sent très bon, l'un d'eux devine de quel genre d'endroit il s'agit et le montre aux autres. Plusieurs garçons ont essayé de lire le nom de cet établissement, se disputant sur la manière exacte de prononcer ce qui était écrit sur l'enseigne. Liu Yun déclare que le véritable travail d'aujourd'hui ne fait que commencer maintenant. L'un et Lotus regardent cette foule d'enfants avec un grand malentendu. Le commerçant ouvre l'une des armoires cachées, qui présente de nombreux jouets pour enfants, attirant instantanément leur attention. Après cela, il se tourne vers les enfants et leur dit que ceux qui commandent 5 brochettes ont une chance de gagner un jouet et leur demande s'ils le veulent. Les enfants ont sorti avec enthousiasme leur argent de poche et ont dit haut et fort, presque à l'unisson, qu'ils voulaient des jouets. Avec le même enthousiasme, Liu Yun dit à ses ouvriers d'ajouter des légumes et de les mettre au feu pour d'autres commandes. En quelques minutes, d'autres portions de Malatan destinées aux nouveaux clients étaient prêtes et brillantes, nappées de sauce sucrée et épicée. Et avec cela, Liu Yun a finalement vendu des portions supplémentaires aux enfants, qui ont essayé avec enthousiasme un nouveau plat dans cette ville qui leur semblait si délicieux. L'un des garçons de cette foule a crié avec une brochette levée que le Malatan était tout simplement délicieux, encourageant ainsi ses amis à l'acheter et à l'essayer. Liu Yun encourage également les enfants à s'aligner et à fondre rapidement sur le Malatan, en choisissant ce qu'ils préfèrent. Et donc ces enfants ont apporté un excellent ajout à la vraie caisse du restaurant. Ling Lan en était incroyablement passionné, tandis que le voleur lui demandait comment cela fonctionnait. Liu Yun affirme que tout est question de vitesse, faisant probablement référence à la vitesse de réflexion et d'adaptation aux circonstances, alors que la jeune fille percevait cela comme une compétence physique, la seule qui compte. Réalisant cela, le gars a dit que c'était une bonne conclusion pour une personne avec son style de vie, souriant embarrassé. Pendant ce temps, Ling Lan dit qu'elle semblait comprendre ce que Liu Yun voulait dire, se rappelant que maintenant les clients du restaurant ne boivent que du thé et ne veulent ni commander ni partir. Elle ajoute que les plats préparés par chacun d'eux suffisent à nourrir plus de 20 personnes en une demi-journée. Lotus dit également l'avoir remarqué. Pendant ce temps, le serviteur de Maître Suri de Liu, disant qu'il doit vraiment être désespéré si son principal objectif commercial est les enfants. Maître Su lui-même frappe avec colère le serviteur avec son éventail et lui ordonne de l'accompagner. Le même demande s'ils ont fini d'observer. Le maître affirme qu'il n'y a rien à voir ici, malgré le fait qu'il peut gagner 5 pièces d'argent par jour. Si son objectif est de 1000 et demi par mois, alors toute cette arnaque n'a aucun sens. Su ordonne au serviteur de partir, disant que dans un mois le restaurant de Liu Yun lui appartiendra. Il répond que son maître est doté d'une chance particulière. Pendant ce temps, dans le restaurant lui-même, Ling Lan calcule son bénéfice total pour la journée, qui est de 5003 kopecks ou 5 pièces d'argent et 3 kopecks. Red Lotus se souvient avec surprise que la sentinelle du 6e département, qu'il a attrapé une fois, gagne 5 pièces d'argent pour une année de travail entière, se demandant comment cela est possible en une journée. Elle se tourne vers Liu Yun, disant que c'est trop beau pour être vrai, et le traite encore une fois de fraude. Cependant, Ling Lan dit que même à ce rythme, ce n'est que 150 pièces d'argent par mois, et avec les taxes, ce n'est qu'une centaine, ce qui est très peu pour leur objectif d'1,5 millier. Liu Yun leur dit de ne pas s'inquiéter du montant puisqu'il ne s'agit que du bénéfice du premier jour, ajoutant que si les affaires étaient aussi simples, tout le monde le ferait, tout en promettant quelque chose de grand demain. Invité à dire aux filles exactement ce qu'il a prévu, le commerçant leur dit de mieux se reposer car demain sera plus dur pour elles. Liu Yun leur a ordonné d'acheter 5 produits de plus demain matin qu'aujourd'hui, et d'y ajouter 2 pots. Red Lotus demande à nouveau s'il est fou et comment il va vendre autant en une seule journée. La nuit passe et le matin d'un nouveau jour arrive, Liu respire déjà lourdement, traînant un chariot de course jusqu'à son établissement. Ling Lan monte également dans ce chariot avec les courses, attisant son employeur pour essuyer la sueur. Par la suite, il s'arrête à l'entrée arrière du restaurant et la jeune fille aux cheveux blancs tend à Liu Yun une petite serviette blanche. Pendant ce temps, Red Lotus démontre ses capacités physiques inégalées et remplit d'eau tous les grands bassins en bois, accompagné de nombreuses prouesses acrobatiques. Liu Yun et Ling Lan regardent avec enthousiasme cette action spectaculaire et applaudissent la jeune fille. Le commerçant fait particulièrement l'éloge du voleur, ajoutant qu'une bonne affaire peut également être bâtie en jonglant dans la rue. Cependant, avec cette déclaration, il est vidé par le Lotus Rouge, qui lui lance l'un des bassins et dit qu'elle est engagée dans l'art du kung-fu et qu'elle ne tolérera pas de telles comparaisons. Le commerçant et son assistant étaient incroyablement effrayés, alors Liu essaya maladroitement de changer de sujet en disant qu'il était temps pour eux de commencer à cuisiner. D'un ton quelque peu sombre et plein de ressentiment,
Red Lotus demande pourquoi il ne peut pas la féliciter pour une fois. Liu et Lin se regardent étrangement. Liu Yun, avec une légère révérence, commence à énumérer toutes les vertus de Lotus, la qualifiant de véritable héroïne et disant qu'il est incroyablement chanceux d'avoir un tel partenaire. Cependant, l'instant d'après, la commerçante affirme qu'elle doit se dépêcher de travailler, sinon elle perdra facilement tous ses investissements. Agacée par cette remarque, la jeune fille refuse d'écouter, n'y voyant pas l'intérêt, et dit à tout le monde d'aller travailler. Pendant ce temps, à la résidence de la famille Su, un jeune maître se tient au milieu de la cour et tient une cage à oiseaux dans ses mains, écoutant son chant. Soudain, il entend son même serviteur l'appeler, ce qui fait qu'il ne parvient pas à tenir la cage et que l'eau potable pour l'oiseau lui est complètement versée sur le visage. Bien sûr, Maître Su crie après son serviteur, lui demandant pourquoi il crie autant depuis le matin. Le serviteur dit que quelque chose s'est passé dans le restaurant de Liu Yun, alors il s'est dépêché d'en parler. Le maître demande seulement avec irritation ce qui aurait pu se passer là-bas. À la surprise du maître, le serviteur dit qu'aujourd'hui les affaires de Liu Yun sont tout simplement florissantes, ce qui surprend Su et lui donne quelques réflexions. D'un ton calme et réservé, Maître Su ordonne au serviteur de l'accompagner pour voir ce qui se passe réellement dans cet établissement. Pendant ce temps, dans le restaurant même, vous pouvez voir des enfants avec leurs parents. L'un des garçons assure à son père que c'est vraiment très bon ici et qu'il veut manger quelque chose. Par la suite, le père de ce garçon s'approche de Liu Yun et commande 20 portions de malatan, comme beaucoup d'autres. Pendant ce temps, dans la cuisine, Lotus dit que le bouillon est presque prêt et qu'il faut ajouter des légumes. Ling Lan se dépêche avec un bol rempli des ingrédients nécessaires. Liu remarque que la jeune fille aux cheveux blancs peut à peine se tenir debout, alors il dit qu'elle ne peut pas s'épuiser ainsi à un âge précoce et lui ordonne d'aller se reposer. Il ajoute également qu'il y aura beaucoup plus de travail pour sa secrétaire à l'avenir et que si elle est fatiguée, elle ne pourra pas l'aider. En entendant cela, Ling Lan était confiante et elle a dit qu'elle partirait et se reposerait un peu du stress d'aujourd'hui. Après un certain temps, Maître Su lui-même s'est rendu au restaurant, accompagné de son serviteur, disant qu'il y avait quelque chose à propos de ce Liu Yun. Son subordonné demande avec crainte ce qui se passe ici et comment les affaires ont évolué si rapidement alors qu'un seul jour s'est écoulé. Maître Su, quant à lui, a déclaré avec férocité que Liu avait manifestement ciblé les enfants comme public principal dès le début et qu'il profitait désormais d'eux de toutes les manières possibles. Si un enfant aime un restaurant, il demande à ses parents de les y emmener pour y manger tout le temps, ajoutant ainsi 2 clients supplémentaires à un enfant. Su suppose que Liu pourra gagner 20 pièces d'argent aujourd'hui. Le serviteur entend ce chiffre et essaie de calculer combien cela coûtera par mois, mais Su entend immédiatement l'erreur et dit que c'est 600 et que cela ne vaut donc même pas la peine d'essayer s'il ne sait pas comment. Le serviteur demande que si ce n'est que 6 cents, alors ils n'ont rien à craindre, mais Su répond qu'en théorie, ce montant peut augmenter, mais pas de manière facile. D'un ton menaçant, le jeune maître dit qu'il va attaquer et ordonne à voix basse au serviteur de préparer sa réponse à Liu Yun. Maître Su observe son concurrent et, d'un ton quelque peu déçu, déclare que s'il permet à Liu de se développer, cela ne lui sera pas facile davantage. À la fin du 2e jour, Ling Lan calcule à nouveau tous les bénéfices de la journée et dit que sans changement, le montant est de 25 pièces d'argent. Red Lotus est incroyablement heureux d'entendre de tels chiffres et invite tous les 3 à partager le montant gagné entre eux, rêvant d'une richesse supplémentaire. Cependant, Liu ferme la boîte avec l'argent, disant que le moment n'est pas encore venu de partager cet argent, puisque selon leur contrat, c'est Liu qui décide quand restituer l'argent. Ensuite, le commerçant décide de donner son salaire à Ling Lan, affirmant que ces 2 jours ont été assez épuisants et qu'elle mérite donc une avance. À cela, le voleur offensé prévient l'un que ce type est un passe-partout connu et un perdant, et lui dit de faire attention. À cela elle ajoute qu'elle aussi était fatiguée durant ces 2 jours, mais l'attitude à son égard est complètement différente dans cet établissement. Cependant, Liu Yun lui réservait également quelque chose, plaçant un étrange morceau de papier sur la table et disant à Red Lotus que c'était un cadeau pour elle. La fille a réagi à cela comme s'il s'agissait d'une sorte de déchet dont il fallait simplement se débarrasser ou quelque chose comme ça, mais plus tard, elle y regarde de plus près et remarque quelque chose. Lotus prit immédiatement le papier dans ses mains et vit qu'il s'agissait d'un schéma pour fabriquer un couteau de lancer, disant qu'elle n'avait jamais vu une telle variété auparavant. Liu Yun dit qu'il comprend que Lotus est une guerrière, il est donc peu probable qu'elle s'intéresse aux cosmétiques, alors après mûre réflexion, il a décidé que c'était le cadeau le plus approprié. Lorsqu'on lui a demandé comment il connaissait ce type, le gars a failli se faire passer pour un nouveau-né, après quoi il a simplement répondu que lorsqu'il était plus jeune, il adorait les armes secrètes. Il dit qu'il a rendu visite à de nombreux maîtres et qu'après de nombreux calculs, il a mis au point un couteau à la fois stable et dangereux. Liu Yun cite ensuite un poème sur un chevalier et son épée, forgé au cours du 7e mois du calendrier lunaire, et sur le fait que même après sa mort, il n'aura pas honte de son propre héroïsme. Ling Lan est fasciné par la beauté de cette poésie, disant que son frère a dit que grâce à la poésie, on peut connaître une personne beaucoup plus profondément, ajoutant que malgré la façade, Liu Yun est une personne noble. Un peu maladroitement, le commerçant tente de changer de sujet et de faire coucher tout le monde, prévenant de la bataille de demain,
ce qui surprend une fois de plus ses employés. Le lendemain, non loin de l'établissement de Liu Yun, un nouveau restaurant de la famille s'ouvre soudainement, vendant différents types de malatans, la moitié du prix de celui de Liu. Red Lotus, avec une colère plus contenue, dit que ce n'est qu'une fraude s'il fixe des prix comme celui-là. Après cela, elle demande à Liu Yun si c'est le même combat dont il a parlé hier soir et recevant une réponse approbatrice, elle se prépare pour un combat physique. Cependant, le commerçant l'arrête en lui disant que si elle le fait, ils ne pourront pas éviter le procès, qu'ils perdent presque complètement dans les circonstances actuelles. À cela, Red Lotus demande ce qu'il devrait faire dans ce cas, Sisu et ses alliés essaient manifestement de les arrêter. Pendant ce temps, Maître Su lui-même apparaît devant eux, disant avec moquerie que le travail acharné rend riche. Red Lotus réagit le plus négativement possible à son apparence, mais Liu Yun lui fait signe d'arrêter et lui dit poliment que dans sa situation, il doit travailler encore plus dur. Maître Su dit que si Liu n'est pas occupé aujourd'hui, laissez-le courir jusqu'à son restaurant, où le maître lui accordera une réduction de 50%. Soudain, Red Lotus l'interrompt en lançant une brochette pointue sur le front du gars, ce à quoi il lui demande ce qu'elle fait, ajoutant qu'il est illégal de frapper les gens. Le voleur menace de battre Maître Su s'il revient vers eux, et il dit à Liu de garder un œil sur son peuple, les menaçant de prison. En entendant une telle menace, Lotus avait l'intention de se précipiter à nouveau, mais a été retenu par Liu Yun et a continué à crier sur cette situation. Cependant, soudain, le marchand lui murmure quelque chose à l'oreille, choquant la jeune fille par sa clairvoyance, puis ajoutant que s'il avait été si facile à vaincre, il l'aurait trahi depuis longtemps. Ling Lan demande quant à lui ce qu'il devrait faire ensuite, ce à quoi Liu répond qu'il ne devrait qu'attendre,